Après vous avoir fait mon top 50 des films internationaux de 2022 il y a 1 ou 2 semaines, dépendant quand sortira cette vidéo, je vous propose de parler des films anglophones en top 45 cette fois-ci. Car oui, mon année fut assez immense tout de même, ce qui fait que je peux quand même vous pondre un top 45. Mais j'ai tout de même vu un peu moins de 240 films sortis cette année. D'ailleurs, vous devez peut-être, je sais pas, vous devez vous le demander, vous devez peut-être vous demander pourquoi un top 45 et pas un top 50 par rapport au top international. Déjà parce que c'est moins long de un, et de 2 aussi parce que j'ai trouvé les films anglophones beaucoup moins bons que les films internationaux, alors que pour l'anecdote, j'ai vu 2 fois plus de films anglophones que de films internationaux. C'est-à-dire que je crois que j'ai vu, si je dis pas de bêtises, 140 films anglophones. Et je vais vous prendre qu'un top 45 parce qu'ils sont beaucoup moins bons en fait que les films internationaux cette année. J'espère que 2023 se rattrapera à ce niveau-là. Passons tout de suite à la 45e place. 45e place, Linoleum de Colin West. Je suis pas fan de la science-fiction, on va pas se mentir, mais alors Linoleum c'est vraiment bon dans le genre, il est touchant, attachant pour construire des personnages avec émotion, on n'est pas sur de la pure science-fiction, on est sur un drame de science-fiction. La science-fiction est assez mindfuck d'ailleurs vers la fin, mais c'est fort, c'est un bijou. Le film je l'ai vu au PIF 2022, faut vraiment que je sorte une critique par ailleurs, mais en gros j'espère qu'il sortira en France d'ici à 2023 du coup. 44e place, Wendell Wild de Henry Selick. Les visuels de films produits par Jordan Peele sont fous. C'est hallucinogène, c'est inventif. Alors oui, il y a des clichés. Il y a des clichés. Mais tout est très bien intégré dans le récit. Il y a plein de sous-intrigues amenées de façon plus subtile que bourrine, on va pas se mentir. Franchement, c'est très bien. Je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas beaucoup aimé. D'après ce que j'ai cru comprendre des critiques, les gens n'ont pas beaucoup aimé le trop-plein. Moi, je trouve ça super qu'il y ait un trop-plein comme ça. Parce que c'est pas un trop-plein, selon moi. Selon moi, tout est bien accordé. Ça va pas plaire, l'humour est pas fou, hein, on va pas se mentir. Et les personnages secondaires pourraient être mieux travaillés, mais il y a un sous-texte très intéressant à la clé. Je vous conseille de voir Wendell Wild. 43e place, Wagohon de Andy Mitton et Jay Soland. On va pas se mentir, Wagohon est l'une des plus grandes surprises de l'année. J'en m'attendais rien. Je me suis même dit que le film allait être nul, j'avais déjà beaucoup trop d'a priori. Et c'est une surprise. Il y a un vrai message sur la mort, du coup. Bien abordé, avec un petit manque de subtilité. Mais c'est très bien abordé. Le casting est excellent, le scénario bon. Alors, faut regarder le film en voix STFR. Je me rappelle plus si je l'ai vu en voix STFR. Mais dans mes souvenirs, c'était plutôt bien joué, donc ça m'étonnerait que je l'ai vu en VF quand même. Les dialogues ils sont crédibles, ça casse pas trop pattes un canard, mais ça reste efficace. Le film est dispo en DVD. Je suis pas sûre qu'il est dans ma liste de DVD à acheter, donc je vais carrément me le noter tout de suite. Passons à la 42e place. 42e place, Everything Everywhere All At Once de Daniel Scheinert et de Daniel Kwan. Alors le film est beaucoup moins bon que ce que l'on dit, mais il y a une inventivité exquise, il y a des acteurs magistraux, il y a un côté dramatique très bon. Voilà. J'en restais là parce que je trouve le film surcoté, mais je pense qu'il fallait en parler tout de même. 41e place, All Jacket Up and Full of Worms de Alex Philippe. Avant-dernier film que j'ai vu cette année, enfin en 2022, en gros dans mes rattrapages de fin d'année, c'est l'avant-dernier film que j'ai vu. Et franchement, très étonnant. C'est un délire bizarre qui avance dans un grand n'importe quoi. Quelques blagues par-ci par-là sont excellentes. Des acteurs qui se donnent à fond, du gore, de la déraison. Tout ça pour former un film vraiment indépendant mais fou en fait, une expérience. C'est vraiment une expérience ce film. Je me demande d'où ça sort, comment Alex Phillips, c'est le nom du réel, a eu l'idée en fait, parce que c'est fort. C'est fort parce que ça s'embrouille pas et pourtant c'est un délire. 40e place, Bull de Paul Andrew Williams. Ce revenge movie est très bien conçu, sous tension et qui s'avère par moments assez cru, mais surtout assez jouissif même. À certains moments, Neil Maskell est monumental comme acteur principal, tandis que le film a une durée parfaite. Vraiment, c'est une très bonne durée pour le film. Et c'est le second film que j'ai découvert sur Shadows. Je place ça comme ça. Passons à la 39e place. 39e place, Terrifier 2 de Damien Leone. D'accord, le film méritait 25-30 minutes de moins peut-être. Mais qu'est-ce que c'est cool comme film avec une caméra fauchée mais étonnante, des effets spéciaux, des effets visuels, tout simplement, fait par un roi du FX, Damien Leone. En fait, il travaille dans les FX, lui à la base.
Les acteurs sont bons, le gore explose par hectolitres de façon parfaite. Le digne héritier de The Sadness, on attend Project Hunting avec impatience. 38e place, Fresh de Mimiken. Le métrage a une bande-son plutôt belle et des acteurs magistraux, notamment Sébastien Stan dans le rôle d'un anthropophage tout simplement flippant. Le scénario est dans mes souvenirs très bien construit, le récit vraiment bon. Franchement, ouais, c'est vraiment un très bon film. Disney+, qui nous aura offert 2 très bons films d'horreur en mars, si je dis pas de bêtises, février-mars peut-être, de 2022. 37e place, La Maison de Paloma Baeza, Niki Lindros von Bar, Emma de Soaef et Mark James Rowles. On est sur un film à sketch, c'est pour ça que j'ai cité 4 réalisateurs et réalisatrices du coup. L'humour noir est parfait, servant avec une merveilleuse satire, malgré que les cours en fait soient assez inégaux si on regarde bien. Je trouve que mon court-métrage préféré c'est vraiment le second que j'ai trouvé. Le second est vraiment bon, avec les souris si j'ai pas de bêtises, ou les rats, je me rappelle plus. Réalisé par Niki Lindros von Bar, celui-là. Franchement, c'est du superbe stop motion, parce que oui, c'est du stop motion ce film. Et tu remarques qu'en fait, avec Wendell Wild, Netflix, elles sont très forts en stop motion en ce moment, à voir ce qu'ils nous réservent pour les prochaines années. 36e place, Violation de Giusti Mancinelli et Madeleine Sims Fever. Un film dur et vraiment cru, mais nécessaire, je trouve. Mais en plus, c'est très efficace. Le métrage a un véritable message. Demande de subtilité. Personnages notamment, je trouve aussi que les personnages sont bien construits. Les relations interpersonnelles entre les personnages, c'est super bien construit. Le jeu de Madeleine Sims Fewer est magistral. Elle est coréale, comme je l'ai dit plus tôt. Non, mais franchement, Violation, un de mes premiers films que j'ai vu cette année, peut-être que je l'ai vu en février, mais voilà. Je vous propose de passer à la 35e place. 35e place, Contre-coup de Charlie McDowell. Netflix arrive parfois à prouver qu'il fait de très bons films, notamment avec Contre-coup. Le métrage de Charlie McDowell est à crever de rire avec un véritable message mais de façon très décalée, des acteurs qui aident au film, notamment Jace Plemons que j'ai trouvé fou. La mise en scène sobre sert le film très joliment, un très bon film, pas très apprécié, j'ai vu que le film était même déprécié à fond, mais moi je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Passons à la 34e place. 34e place, Glorious de Rebecca McKendry. La mise en scène de Rebecca McKendry est plutôt bien faite. Dans ses côtés violets, rose bien travaillé, tandis qu'on est face à un humour plutôt sympa, vraiment mélangeant cela un côté existentialiste qui marche bien, sans abus. Les personnages sont assez clichés à leur départ, notamment le personnage principal, mais ils réussissent à évoluer scénaristiquement, tout comme la musique. La musique, en fait, c'est le genre de bande-son qui, au début, elle est pas forcément marquante, puis plus ça avance, plus t'as l'impression que ça va. Je m'attendais pas à relier la musique et les personnages dans leur évolution scénaristique, mais la preuve qu'on peut le faire. 33e place, Sans issue de Damien Power. C'est un bijou artistique venu de chez Disney+, encore. Par moments, porté par une tension asphyxiante et des acteurs dans un étonnamment impeccable surjeu, Damien Power a su offrir une très bonne mise en scène entre jeu de cartes stressant, la meilleure scène du film c'est le jeu de cartes, et neige immaculée d'hémoglobine. Le footrack ne m'a presque jamais paru aussi bon cette année, même si quelques petits films auront pu entrer dans cette catégorie. 32e place, The Seed de Sam Walker. Un film cliché, drôle, pour pas dire hilarant en fait, avec des actrices qui ont vraiment un très bon jeu. Le film de Sam Walker crée des scènes psychédéliques à base d'effets spéciaux délirants. Le film s'octroiera même le nanar par moment, même beaucoup en fait. Le film évolue petit à petit jusqu'à un bouleversement de clichés qui plaira tout de même, je pense. C'est des clichés plaisants, The Seed. La fin m'a légèrement déplu. Je trouvais qu'elle dure 1 ou 2 minutes de trop. Mais ce mélange de couleurs et de désillusions qui est The Seed est très fort. Mais là, comme je l'ai dit, la fin, je pense qu'on la longe voire de 30 secondes de trop en fait. Passons à la prochaine place. 31e place, Nate Marallet de Guillermo del Toro. Le métrage et des acteurs parfaits. Comptant tout de même sur Toni Collette, Rooney Mara, Bradley Cooper, et plein d'autres personnes, William Dafoe, non je vais m'arrêter là parce que sinon le casting est 4 étoiles. Casting 4 étoiles. Il y a des acteurs que je connaissais pas, notamment Rooney Mara et
comment il s'appelle, Bradley Cooper, mais il joue incroyablement bien. J'ai adoré le côté montée, puis descente infernale, en fait, c'est d'une noirceur, mais c'est super bien construit, c'est hyper classique. Je trouve la manière de la descente notamment, c'est assez classique, mais c'est hyper bien en fait. Les ténèbres avalent le personnage qui apparaissent tous comme des superstars en fait, mais qui sont tous aussi fourbes les uns que les autres, même ceux qui essayent d'aider le personnage de Bradley Cooper en fait. C'est pas fou. Mais le film, lui par contre, est fou. Passons à la 30e place. 31e place, Minor Premise de Eric Schultz. Alors on entre déjà dans le top 30. Ce qui est déjà fou. Et celui qui ouvrira le top 30 sera Minor Premise. Il y a de bons et attachants personnages, un récit qui m'a convaincu et des acteurs vraiment bons, malgré quelques petits surjeux par moment, l'acteur principal dont je n'ai plus le nom notamment. Le côté thriller est bien mené et le concept est exploité d'une très bonne manière. Ça va au-delà d'un high concept, parce que vous savez, on le dit souvent, moi je l'ai appris avec le temps, je le savais pas au début, sûrement on apprend toujours. Mais en fait, je pensais qu'un concept pouvait direct faire un film en fait. Mais non, un concept, ça dure que 15 minutes en vrai. Il faut savoir développer tout le reste. Et ben Minor Premise a réussi cet exploit. Un film de science-fiction par ailleurs que j'ai beaucoup aimé. 29e place, Halloween Ends de David Gordon Green. Halloween Ends, le seul très bon Blumhouse de 2022. Alors oui, il y a plein de défauts, mais en tant qu'épilogue, en tant que fin de Jamie Lee Curtis dans la saga Halloween, c'est très fort. Jamie Lee Curtis incroyable, Andy Matichak incroyable. Il y a une dramaturgie très bonne. La dramaturgie d'une conclusion se doit d'être très bien construite. Si tu loupes ton côté dramatique alors que tu fais une conclusion avec des personnages que tu suis depuis. Moi j'ai vu que le premier de John Carpenter et du coup 2018 et Kills. Et quand tu suis des personnages depuis rien que 3 films, 2 pour certains, en tout cas beaucoup, bah t'as envie de t'attacher à eux pour le 3e encore plus. T'as envie de les voir grandir encore plus dans ce film. Et bah là, ça marche. Dans les défauts, je noterai quand même le fait que la présence de Michael Myers est au point mort. Mais Halloween Ends, c'est l'un des seuls films devant lequel j'ai pleuré cette année. Je crois que c'est le seul film devant lequel j'ai pleuré au cinéma. Voilà. Passons à la 28e place. 28e place, Jacob's Wife de Travis Stevens. Barbara Crampton est une reine de l'ombre. Franchement, dans ce film, elle ne perdra absolument pas de son talent. Le discours féministe est très fort, représenté par les vampires. Et où les effets spéciaux sont très bons. Les effets spéciaux, je les trouve vraiment admirables. C'est un très bon métrage qui sera allé au-delà d'un simple film. Les acteurs, tout. Les personnages, bref. Vous voyez Jacob's Wife. 27e place, The Boy Being the Door de David Charbonnier et Justin Powell. C'est un film attachant qu'offre le duo de réalisateurs avec de très bons acteurs. Le duo d'enfants Ezra Dewey et Lonnie Chavis est très fort. Une histoire divertissante, touchante avec son lot de personnages dingues, on va pas se mentir, les antagonistes notamment. Et quelques scènes ultra classiques mais fonctionnelles et un bon thriller qui s'éloignera de plus en plus du style movie bateau en fait. Ouais, j'ai trouvé vraiment que The Boy Being the Door, qui est un film sorti en tout début d'année, est vraiment bon dans le genre. 26e place, Kimi de Steven Soderbergh. Le néo-thriller de Steven Soderbergh est un métrage plutôt intéressant, abordant bien les thèmes de la confidentialité technologique et de l'agoraphobie du coup. Le film est porté par une Zoé Kravitz monumentale et un côté thriller vraiment bien maintenu. C'est un huis clos qui deviendra de moins en moins un huis clos, vu on était dans la tête de l'héroïne en fait. 25e place, Craps de Pierre Berolzheimer. On est enfin dans le top 25. Et on va pas se mentir que alors le film est pas très apprécié non plus parce que c'est un gros nanar. C'est vraiment un gros nanar qui se prend pas jamais au sérieux. Personnage ultra attachant, hilarant. Les effets spéciaux sont magnifiques de mocheté. Les explosions. En fait, au bout d'un moment dans Craps, il y a des explosions. C'est magnifique tellement c'est moche. J'ai adoré. Le film de Pierre Berolzheimer a en plus de cela une histoire vraiment divertissante, une série bénanardesque incroyable qui ne rénove rien, mais qui offre un délire tout simplement magistral. Et je trouve que vraiment Craps en plus des personnages attachants, un peu bêtes, mais qu'on aime. C'est tout ce qui compte. 24e place, Vicious Fun de Cody Callahan. Un délire aussi gore que fun avec un concept assez fort. Les tueurs anonymes, en gros. Il y a eu un film qui avait fait ça, le Killers Anonymous de 2022. Un gros nanar que j'aime beaucoup. Bref, il n'est pas dans le top 50, mais il a failli y être. Des acteurs très bons, enfin dans le top 45 plutôt. Des acteurs très bons, là je parle de Vicious Fun. Un film fou, hilarant. Julian Richings est extraordinaire. Alors il y a beaucoup de références que j'ai comprises.
Mais on va pas se mentir que j'ai pas dû comprendre la moitié en vrai. En vrai, si on regarde bien, par exemple, Julian Riching, je sais quel personnage il interprète, mais j'ai jamais vu aucun film sur le personnage du coup. C'est-à-dire que ça se trouve, il y a des références cachées encore. C'est un film à référence, je pense que pour ceux qui, qui ont vu vraiment beaucoup de films d'horreur, beaucoup de classiques, je pense que ça pourrait grave vous plaire. 23e place, The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen. Enchaînons avec un film A24 qui m'a surpris, j'attendais pas grand chose de ce film, mais il est d'une grande magnificence. Déjà de par sa mise en scène magnifique, avec cette histoire dramatique sous fond de prophétie monarchique en fait. Cette tragédie semble merveilleuse mais pourtant si brutale, en fait une grande surprise jusqu'à un grand final. Faut savoir que moi j'ai lu le livre Tragedy of Macbeth j'ai fini il y a même pas 3 semaines, j'ai vu le film en mars ou en avril si je dis pas de bêtises. Et je trouve que c'est une très bonne adaptation de ce que je me rappelle du film. Passons à la prochaine place. 22e place, The Dark and the Weekend de Brian Bertino. The Strangers et The Monster étaient les précédents films pas terribles de Brian Bertino. J'ai pas vu son Mockingbird de 2014. Et pourtant son nouveau métrage est vraiment bon. The Dark and the Weekend est classique, très classique, mais l'ambiance est hyper bien tenue. Il a dû avoir un gros travail de scénario. C'est sombre, désespéré avec des acteurs incroyables. Marine Ireland est folle. Je la trouve vraiment bonne dans ce rôle. Mais aussi une très grande tension qu'offre Brian Bertino. Passons à la 21e place. 21e place, Le Menu de Mark Mylod. C'est un thriller sagace et exquis qu'offre Mark Mylod. Ce genre de film que lorsque son bouleversement arrive, on reste vraiment bouche bée. Je me rappelle lors du twist, il est très bouche bée. Les personnages sont bien faits, le message du film est assez fort. On notera qu'Anya Taylor-Joy ferait vraiment une bonne performance. Il y a une satire, même si la satire n'est pas très appuyée, c'est surtout un film intelligent. Certains trouvent juste divertissant, mais à voir vraiment. 20e place, X de Ty West. Le métrage nous offre un duo Mia-Goth et Jenna Ortega tout simplement mémorable, accompagné d'autres acteurs tout aussi excellents. Owen Campbell, l'un des meilleurs acteurs que nous a offert 2022. On va en parler encore dans quelques places, je crois qu'on va encore parler en 2 films de Owen Campbell. Un slasher intelligent mais surtout jouissif, et des petits détails abordant un sous-texte très fort sur la beauté, notamment Pearl, vous verrez. Et puis notons des personnages parfois clichés mais dont la construction est assez solide. Voilà, X, c'est un film à voir. 19e place, S'en sort de Prano Bailey Bond. Il faut dire que c'est un film vraiment bon et psychédélique qui s'en sort. Le récit est vraiment singulier de par son idée des censeurs trauma du coup, qui rend le détail assez complexe. Rose et violet se croisent, j'adore dire ça parce que je trouve que les films avec de belles couleurs rose et violet sont vraiment incroyables. Se croisent dans un mélange de folie et de réalité surabondant dans le bon sens du terme en fait, puisque cela perd le spectateur. En fait, on est vraiment perdu dans ce film, mais de manière hyper bien faite. C'est-à-dire, on ne perd pas parce que le film est nul. Le film est vraiment riche de par son propos et dans son visuel aussi, et c'est porté par une Nia Malgar impeccable, très bonne actrice. Passons à la 18e place. 18e place, My Heart Can't Beat Unless You Tell It To de Jonathan Cuartas. C'est du grand elevated horror que nous offre Jonathan Cuartas. Owen Campbell, j'en ai parlé tout à l'heure, joue dedans. Owen Campbell offre c'est sûrement sa meilleure performance de l'année, malgré qu'il y a un film dans lequel il a joué qui est dans mon top 10. C'est sa meilleure performance de l'année, je pense, My Heart Can't Beat Unless You Tell It To. Le film parle particulièrement des frères et sœurs qui protègent leurs frères en fait. C'est très fort, c'est vraiment une histoire familiale, ouais, on va dire ça. Le métrage est étonnant, ça parle d'amour avec une ambiance lente, mais qui ne plaira pas à tout le monde. C'est fort comme film. 17e place, The Right House de Mark O'Brien. Mark O'Brien est d'abord un acteur de Wedding Nightmare, il est connu pour ça, où il avait partagé l'affiche avec Henri Zernier qui est la tête d'affiche de The Right House. Pour parler du film, il a une très bonne ambiance religieuse, sombre, avec des personnages tourmentés très bien interprétés par Henri Zernier, Mark O'Brien et Mimi Kuzik, qui offre une très bonne performance elle aussi. Un scénario qui joue très bien entre raison ou aliénation, les effets spéciaux de la fin, et extra bon alors que le film, elle doit avoir un mini budget quoi. Les effets spéciaux finaux sont très bons. 16e place, Duel de Riley Stearns. Un film
où l'humour peut être hilarant à travers le jeu d'une Karen Gillan au top, actrice que j'aime pas beaucoup à la base, mais là waouh. Les thématiques sont puissantes et le sobre est utilisé avec une maestria déconcertante, un récit très fort, ultra décalé, ultra étonnant. Sincèrement, Duel, je ne saurais pas quoi vous dire si ce n'est que je vous le conseille. 15e place, Violent Night de Tommy Wirkola. Un univers candide, désillusionné est offert par le métrage de Wirkola, l'un de mes 7 réalisateurs préférés, où l'humour se mêle au récit de façon bourrine, mais dont il est impossible de démentir l'efficacité. Il travaille quelque chose de similaire que dans The Trip, ce qui est vraiment plaisant. C'est un délire sombre, what the fuck, avec un habillé d'arbour vraiment amusant. Alors je noterais par contre que le réalisateur m'a un peu déçu, comme la 14e place en fait, où c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, Tommy Wirkola, et que je trouve quand même assez bas dans mon classement de l'année. Passons à la 14e place. 14e place, Esther 2, les origines de William Brandtbell. Moi, je sais, ça n'a pas plu ce film, mais moi j'ai beaucoup aimé. William Brandtbell, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et que je défendrai, et je le défendrai toujours. Un métrage où Isabelle Fuhrman s'avère imperturbable, c'est vraiment étonnant. Une histoire divertissante, intelligente, là où l'horreur étreindra le récit même par moments. Car c'est ce qu'on aime d'Esther, elle est étrange. Et Brandtbell, en fait, il a su tout capter d'Esther premier du nom. Un grand précal, il défendra Brandtbell encore longtemps, je viens de vous le dire. Réalisateur détesté, au talent vraiment caché. 13e place, Hellbender de Toby Poser, John Adams et Zelda Adams. Vraiment, à partir de My Earth Can Be Turned to jusqu'à la 11e place, c'est super compliqué de choisir quel film ira dans mon top 10. Depuis Violent Night, c'est encore plus compliqué, mais alors là, à partir de Hellbender, c'est très dur parce qu'il y en a plein qui ont fini dans mon top 10 à un moment. Entre la 13e et la 11e, du coup, 3 films. On est sur un coming of age très attachant avec des effets spéciaux merveilleux, et pourtant le film a un très petit budget, d'après ce que j'ai compris. On a aussi droit à une mise en scène plus qu'originale et d'excellents acteurs. Voilà, on en parlera après, les acteurs, encore. Un film hallucinogène juste parfait, c'est vraiment bien fait. À savoir que, justement, j'y viens, le film a été fait par un trio de réalisateurs qui sont une famille. Toby Poser, c'est la femme de John Adams. Et Toby Poser et John Adams ont une fille, Zelda Adams. Et du coup, les trois, en fait, c'est vraiment... en gros, c'est vraiment une famille dans la réalité, pas dans le film. Là, dans la réalité, c'est une famille, les trois. Et ouais, je trouve ça super fort qu'ils ont réussi vraiment à faire un film en famille. Et ça, c'est super fort. C'est un film de genre, quoi, en plus. Passons à la 12e place. 12e place, Silent Night de Camille Griffin. Alors, je crois que c'est la meilleure comédie anglophone de 2022. Dans mes souvenirs, oui. Un film sombre, drôle, qui a des acteurs magistraux, Annabelle Wallis, Roman Griffin Davis, fils de la réalisatrice. En fait, Roman Griffin Davis est le fils de la réalisatrice, avec deux de ses frères. Ou encore Lily Rose Depp. Ce film a un fort discours et semble d'une grande tristesse, quelque chose de dramatique et bien tenu en fait. C'est amusant, parfois c'est sombre, mais on aime ce film. C'est très fort comme film. Un film de Noël, entre autres. À voir pour les fans de Ciné Dior, pour Noël 2023 du coup. 11e place, Men de Alex Garland. Le long métrage est plein de subtilités, à un point où j'ai pas tout compris. Mais Jessie Buckley et Rory Kinnear sont magistraux en fait dans des performances qui offrent dans des scènes terrorisantes, mais si bien filmées. La bande son est magistrale. Le film devient de plus en plus oppressant jusqu'à une fin pleine de symbolisme. Un film grand à une place de l'excellence annuelle. D'ailleurs, passons à l'excellence annuelle. 10e place, Scream 5 de Matt Bettinelli Holpin et Tyler Gillett. Je sais, le film n'a pas été beaucoup aimé, ça dépend des gens, mais moi j'ai beaucoup aimé. Le film est clairement du fanservice, mais je suis heureux de revoir Dewey, Gale, Sidney, donc ça marche. Les personnages sont archétypaux, mais pour certains, ultra intéressants. Une dramaturgie se crée, des personnages qui ont un petit humour léger, tout cela est hyper bien amené en fait, hein. C'est vraiment bien amené. Je trouve que tout se mélange bien. Ok, les personnages sont clichés, mais je pense que dans Scream 6 ils vont beaucoup évoluer, parce que ça sent quand même qu'il y a déjà une très bonne base. C'est archétypal, mais la base reste incroyable. Les nouvelles règles sont très bien amenées, il y a des réflexions perspicaces au cinéma, rien que la scène d'introduction, avec la réflexion slasher elevated horror. Un très bon film méta qui ira loin dans le méta et que je vous conseille fortement. 9e place, Sans mots de Rose Glass. Le long métrage se démarque de par une Morphy Clark ensorcelante,
dans un jeu entre folie et réalité, où cette dernière ne fera que s'évaporer quitte à devenir un mirage, où ses traces se fondront dans le décor. Un excellent métrage où la caméra entre dans ce que Maud se façonne en fait. Maud elle façonne un univers qui n'est pas réel du coup, ou ça dépend, mais à la fin c'est vraiment fort en fait. Un film sublime, un chef-d'œuvre, une œuvre d'art inestimable, une pépite anglaise signée à 24. 8ème place, Les Crimes du futur de Luca Guadagnino. Le récit est assez dérangeant en portant le spectateur dans quelque chose de viscéral, de maladif, sans avoir un incessant besoin d'être choquant. C'est un film absolument étrange, flippant, qui se mêle le plus glauque, le plus beau. La nuance est vraiment infinitésimale. Taylor Russell Mackenzie se dévoile dans un rôle parfait. Il y a un beau message, amené de façon vraiment poétique. Je trouve Bones and All vraiment vraiment bon. Étonnant, c'est ma dernière surprise de l'année. Vraiment. 7ème place, Les Crimes du futur de David Cronenberg. Le film offre une caméra terne, très fort, dans des scènes de malaise. Je trouve le jeu de Viggo Mortensen vraiment fou. Léa Seydoux et Kristen Stewart aussi offrent vraiment de très bons rôles. On notera en plus de cela le message du film. Alors, je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais de ce que j'en ai compris, c'est sur le nouveau cycle de l'humanité. Et ça fait très science-fiction justement, c'est le but de la science-fiction parfois. Mais je trouve que le film est plus horreur que science-fiction, parce que si le film aurait été trop science-fiction, je pense pas que j'aurais beaucoup trop adhéré. Mais voilà, franchement, le nouveau Cronenberg, c'est incroyable. 6ème place, Candyland de John Swap. Un mélange de frauduleux et de merveilleux forme Candyland, qui nous offre des personnages extrêmement attachants. On aime les suivre, mais on voit quand même qu'ils sont dans un milieu plutôt sombre. Mais ça crée une grande empathie. Horrifiquement parlant, il y a de l'idée, une horreur réaliste, notamment une scène avec le personnage d'Owen Campbell, Lévi. Owen Campbell est impérial. Owen Campbell est l'acteur de 2022, je pense. Niveau acteur, sûrement que c'est l'un des meilleurs acteurs, ouais, de 2022. Il a quand même 3 places dans mon top 20 des films anglophones. Ce qui est pas rien, 3 films dans lesquels il joue. C'est un signe. On a un grand acteur. 5ème place, The Northman de Robert Eggers. Le métrage est une photographie montrant des décors majestueux, des acteurs incroyables tels que Tyler Joy, Ineson, Kate Dickey. Le scénario très simpliste réussit tout de même à nous maintenir éveillés et nous entraîne pendant plus de 2 heures. Niveau genre, on a le droit à des scènes de mysticisme et autres sorcières et sorciers et autres bizarreries eggeriennes, bien entendu, bien appréciables et folk. Et pour ceux qui veulent de l'action, on a le droit à de magnifiques chorégraphies de combat, vraiment avec un petit côté genre en plus. Robert Eggers est vraiment l'un des grands réalisateurs depuis The Witch. 4ème place, Pearl de Ty West. Je vous parlais plutôt de X, en fait c'est un préquel. Pearl est le préquel de X. Avec une Mia Goth au sommet de son art, elle transforme la névreuse au personnage en psycho-woman extraordinaire que l'on aime fortement. Un film glauque, fascinant, un objet de cinéma rare, où se met une mise en scène parfaite, scénario merveilleux. J'aurais pu trouver 1000 fois plus de mots pour définir ce chef-d'œuvre, mais je pense que ça suffira. 3ème place, The Fist de Lee Haven Jones. 3ème place, du coup, film dispo sur Shadows. Le long métrage gallois offre un récit fablesque ancré dans le folklore gallois. On notera bien entendu l'idée du plan du doigt, avec le couteau de cuisine notamment. Ça, c'est des plans que je trouve vraiment flippants dans les films d'horreur. Avec Silent Night avait la même idée. C'est souvent les plans, quand il y a des films de dîner, c'est souvent un plan qui apparaît. Les comédiennes sont formidables, notamment une Agnès Eloui excellente. Un repas pas toujours subtil étant donné qu'il y a 1 ou 2 cheveux dans la soupe, mais franchement on apprécie. 2ème place, Nope de Jordan Peele. Le film est spectaculaire dans pas mal de scènes et offre vraiment des personnages vraiment attachants, une bonne construction portée par des comédiens d'exception, Keke Palmer, Daniel Kaluuya. Mais si je confesse ne pas avoir tout compris du message du film, tout seul, il y a notamment un sous-texte très pilien, la scène qui a le plus marqué les gens dans le film. En gros, voilà, pour pas trop spoiler. Jordan Peele est un maître du cinéma, il n'a pas fini de le prouver. Passons à la première place. Mon film anglophone préféré de l'année, même si c'est pas un film anglophone, le film n'a pas été tourné en anglais. Mais c'est un film du Royaume-Uni et de l'Australie. Passons à la première place. Première place, You Want to Be Alone de Goran Stolevski.
Nous arrivons à la première place, grâce auquel l'on comprend que la vie au-delà des âges, au-delà des classes, au-delà des genres, dans une aventure accompagnée d'une musique belle, mais un point, les effets spéciaux sont fous, la photographie est belle, une fable, ouais, enchanteresse, qui ne désenchantera seulement qu'à sa fin, quand il se terminera, on aura l'impression que il a duré si peu de temps, pourtant c'est un voyage. Un rêve pourtant sous une horreur assassine qui n'hésitera pas à être cru, hein. Mais si on oublie ce détail, le film ressort vraiment comme une petite rose fragile. Je trouve que Goran Stolowski nous a offert une merveille. Merci Goran Stolowski, merci, merci, merci. Bah c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vais parler des 45 films anglophones que j'ai préférés cette année. On va recommencer les critiques petit à petit, là déjà dans la nuit où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire du 5 au 6 janvier 2023, j'ai sorti 4 critiques. C'est déjà beaucoup. Mais donc voilà, on va reprendre petit à petit les critiques normales. Là, c'est juste qu'on est sur les vidéos de fin d'année, donc fallait bien les faire. Ciao, c'était Mars Omega. Prenez soin de vous. Et moi, je pense